Bonsoir à tous. Au Mali, depuis lundi dernier, le pays est à nouveau plongé dans une crise institutionnelle au lendemain d'un remaniement ministériel. Les militaires qui dirigent le gouvernement de transition avec les civils ont décidé de destituer le président de transition et son premier ministre. Tollé général, évidemment, dans la communauté internationale et colère aussi des Maliens qui redoutent que cette énième irruption des officiers maliens dans la vie politique du pays ouvre la porte à une crise plus grave. Docteur Tiefing Sissoko, bonsoir. Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Merci d'avoir accepté vraiment de faire cette émission avec nous depuis Bamako. Vous êtes enseignant-chercheur aussi bien en France qu'au Mali, votre pays. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres. Avec vous, donc, ce soir, nous allons tenter de comprendre ce qui se passe au Mali. Juste cette question pour démarrer. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays, nous devons en rire ou en pleurer ? C'est vrai que la question peut paraître ironique, mais c'est vrai que ce qui s'est passé au Mali aussi est très inquiétant. C'est une humiliation, c'est ce que nous entendons à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes qui s'expriment sur ces sujets donc expriment cet état d'humiliation parce que certains s'y attendaient, puisque dès le démarrage, cette transition a très mal commencé. Des promesses qui sont annoncées donc la veille sont du coup détournées le lendemain. Et ce qui est annoncé n'est pas toujours ce qui est réalisé. Et donc, dès le départ, on s'attendait à ce qu'il y ait une crise de cette manière. Vous l'avez appelé institutionnelle. Et je dirais qu'il y a une crise institutionnelle, politique, sociétale, parce que les Maliens sont profondément divisés. Ils sont divisés sur tous les sujets, y compris sur les liens de solidarité. Et donc, à partir de là, on pouvait s'attendre à ce que la crise éclate de cette manière pour certaines personnes. Mais pour d'autres, c'était un électrochoc, c'est-à-dire que finalement, on se disait une transition, ça dure 18 mois, et donc au cours de ces 18 mois, on s'attendait à ce que ce gouvernement qui a été mis en place, même si on peut critiquer sur les fondements de la mise en place du gouvernement, on peut critiquer aussi sur les fondements de l'organisation de cette transition, sur la non-inclusivité donc de la population globale, mais malgré tout, on s'attendait à ce que cette transition se déroule normalement, avec ce que nous avons jusqu'à l'organisation des futures élections et jusqu'à l'installation d'un pouvoir qui serait légitime. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, dans un contexte qui est chaotique, au-delà de l'humiliation, donc qui est chaotique, où finalement on se pose la question, pourquoi on en est arrivé là ? Dans un gouvernement de transition, pourquoi finalement est-ce qu'on décide d'interrompre le processus, puisque souvenez-vous, il y a quelques mois seulement, quelques semaines, pour être précis, le gouvernement de Mokhtar Ould avait présenté sa politique générale avec des axes, avec des réformes qui ont été engagées. Et donc, finalement, les acteurs qui n'étaient pas, puisqu'on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes sujets, l'UNTM par exemple, qui est le principal syndicat donc des fonctionnaires, est parti en grève. Et donc, du coup, son mot d'ordre de grève, qui est fondé sur des revendications de justice sociale, de traitement, d'égalité de traitement salarial, n'a pas toujours été entendu. Je crois aussi, d'un autre côté, les gens ne comprennent pas toujours les vrais enjeux en fait, des acteurs. Et donc, du coup, la solution qui a été proposée, c'était d'interrompre le processus du gouvernement en place, donc Mokhtar Ould 1, pour mettre en place un deuxième élément, un deuxième gouvernement, qui est Mokhtar Ould 2. Et donc, les militaires qui gèrent toujours cette transition n'étaient pas satisfaits de la formation de ce gouvernement, n'étaient pas toujours satisfaits de certains agissements peut-être du président de la transition et donc du coup et de son premier ministre. Et donc on arrive à cette crise où les militaires ont encore fait un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'effort, c'est un coup d'État encore dans une transition perpétrée par le vice-président de la transition. Donc oui, c'est vrai que la question que vous posez légitimement, est-ce qu'on doit en rire ou en pleurer, c'est que c'est plus qu'une mise en scène théâtrale, c'est qu'on ne sait pas, on n'a pas totalement une vision sur ce que nous sommes en train de faire, ce qui est à
à mettre en place pour le pays et les projets de société à développer pour l'avenir. Docteur Non, Sissoko, la question que nous nous posons ici, vous venez de répondre à l'une de ces questions, vous dites que c'est un autre coup d'État. Donc, entendons-nous bien ce soir, c'est un coup d'État dans le coup d'État. oui, enfin, je crois que là, il y a, pour les linguistes, c'est extraordinaire puisque c'est une situation qui est totalement inédite, puisque celui qui est l'auteur de ce coup de force, en tout cas qui est présenté comme l'auteur de ce coup d'État, qui est Assimi Goïta, n'est rien d'autre que le vice-président de la transition, sous la pression de la communauté internationale et donc des organisations aussi de la société civile. On était sur l'organisation d'une transition civile. Et donc, ils ont mis quelques personnes qu'ils pensaient, moi je pense que c'est comme ça que ça a été organisé, qu'ils pensaient contrôler. Et finalement, puisque ces personnes se sont révélées hors de contrôle, et donc il fallait rectifier et remettre au goût du jour les enjeux en fait qui ont été à l'origine de ce coup d'État. Donc oui. Du coup, nous sommes dans une rectification de la transition, comme on peut le voir lorsqu'il y a une révolution dans un pays. C'est ce que vous dites. Alors, c'est totalement, en fait, cette révolution du peuple, le peuple qui faisait des revendications pour obtenir plus de justice, plus d'égalité, plus de sécurité Oui. sur les territoires, qui a été entendu par qui a été entendu par le mouvement M5 RFP et puis qui a occasionné donc le départ du président. En fait, tout ceci a été détourné de leurs objectifs. Et les militaires qui sont arrivés au pouvoir ont pris goût à ce pouvoir, ont pris goût au costume en fait de l'homme politique et finalement le front, la caserne, c'est plus quelque chose qui les intéresse. Ce sont des calendriers personnels, notamment de gestion des affaires de l'État qui les intéressent. Monsieur Sissoko, je vais résumer votre pensée. Vous êtes en train de nous expliquer là que le Mali, votre pays, se retrouve dans cette situation parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire. À l'origine, il y a une aspiration à un changement du peuple malien. Les militaires ont fait mine de les entendre. Ils ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont installé, sous la pression de la communauté internationale, des civils qu'ils pensaient contrôler, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte à leur tour que ces civils n'étaient pas des gentils toutous. Et là, maintenant, ils reprennent le contrôle de la transition et ils veulent s'y installer parce qu'ils ont un agenda. Absolument. On peut résumer la situation de cette manière et vous avez parfaitement raison de le souligner de cette manière. Là où je vais aller encore plus loin, c'est que au Mali, aujourd'hui, on assiste à une société qui est profondément divisée. On assiste à une société dont les membres, en fait, regardent tout ça comme des spectateurs. Et c'est ça qui est dramatique, j'ai envie de dire. Et c'est là où la prise de parole que nous sommes en train de faire prend tout son sens. Parce que, souvenez-vous, il y a eu des massacres à Ouboussagu sur les territoires nord, sur les territoires centre du Mali, et il n'y a pas eu de fronde sociale. Ensuite, il y a eu le départ d'Ibeka, il y a eu cette transition dès le démarrage qui a violé un certain nombre de principes de base d'inclusivité, et rien ne s'est passé. Et donc, on se retrouve avec quelques hommes qui décident de prendre en otage tout le peuple malien. Et c'est ça qui est incroyable. Où la population, c'est vrai qu'il y a des grands hommes, des vrais hommes au Mali, des experts politiques ou des experts tout simplement experts, il y en a beaucoup. Il y a des grands hommes, il y a des hommes forts au Mali. Et finalement, tous ces hommes forts assistent impuissamment à ce spectacle. On regarde ça, on attend que les autres bougent, on attend que le voisin bouge et personne ne décide de bouger d'un iota. Et c'est ça qui est dramatique, puisque quelques minorités seulement essaient de prendre en otage la société civile, les institutions, en décidant je mets un président comme je souhaite et j'enlève ce président quand il ne répond pas à mes exigences. Monsieur Sissoko, vous dites que le peuple malien est dans une forme d'apathie, comme ça ne réagit pas. Est-ce que c'est de l'impuissance ou tout simplement parce que le peuple est fatigué et est tombé dans une indifférence? Alors, moi je pense que
avec les nombreuses révolutions que nous avons eu à faire, avec les soulèvements, souvenez-vous, là, depuis, on peut aller jusqu'à dans les années 1991, On n'aura avec pas le temps de voilà, remonter. le combat pour la démocratie, pour la mise en place. Donc, à chaque fois que le peuple a eu l'aspiration pour le progrès, en fait, cette aspiration a été détournée. Donc, à un moment donné, ça crée une forme de résignation chez le peuple. Et c'est cette résignation qu'il faut attaquer, puisqu'il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir de faire quelque chose, puisqu'encore aujourd'hui, il y a des patriotes qui se lèvent, qui s'engagent et qui font le combat pour le Mali. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'il faut regarder, pour dire que l'espoir est encore permis et que finalement, on peut, en portant une parole lucide, on peut réussir à attirer un certain nombre d'acteurs qui n'y croyaient plus, un certain nombre d'acteurs qui restaient chez eux en train de regarder tout cela comme un spectacle pour Oui. les amener sur le terrain maintenant de l'engagement. À l'heure où vous et moi nous parlons, on a appris donc que le Premier ministre et le président de transition qui avaient été arrêtés auraient démissionné, évidemment. Est-ce que, à votre avis, c'est d'abord une information plausible? Et si oui, est-ce que vous croyez qu'ils ont véritablement démissionné de leur propre gré ou contraint? La réponse peut paraître simple. Je dirais que finalement, il y a eu 3 jours. Cette histoire dure depuis plus d'une semaine en fait. En réalité, ça a explosé il y a 2 jours, hier, où on apprend. Mais en fait, c'est quelque chose qui a commencé dès le voyage du président de la transition en France. À son retour, il y avait des manœuvres qui étaient en place, notamment pour l'acceptation, en tout cas, de certains au poste ministériel et l'abandon de d'autres personnes. Donc là, ils ne se sont pas entendus, comme dans toute négociation politique. En fait, quand on doit former un gouvernement, c'est de la négociation, c'est de la communication politique, donc c'est de la négociation. Il est possible qu'on ne s'entende pas. Et quand on ne s'entend pas, on essaie de trouver des terrains d'entente. Mais quand on ne s'entend pas et que quelqu'un décide de faire un coup de force, un coup d'État, pour que sa parole soit entendue, là on se retrouve dans tout simplement un régime de dictature. Donc c'est de la dictature. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc leur démission, c'est sous la contrainte, parce que c'est un régime qui en tout point ressemble à un régime de dictature. Et c'est exactement ce qui a été mis en place. Et les actes parlent d'elles-mêmes. J'ai vu que la CEDEAO avait dépêché Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria et donc médiateur dans la crise malienne depuis le coup d'État, a dépêché d'urgence Goodluck Jonathan sur place. Qu'est-ce qu'il peut encore faire maintenant que Moktawan et le président Bandao ont démissionné? Et comment le Mali peut sortir de cette énième crise? Bien, moi je dirais que là, l'intervention de la communauté internationale, donc de la sous-région, avec les chefs d'État africains qui dépêchent M. Goodluck, notamment pour la médiation, c'est quelque chose qui est bien, puisqu'à mon avis, il faut apaiser les tensions. Mais je reste convaincu qu'après ce message positif, qu'aujourd'hui, cette transition, elle a très mal démarré. Elle n'a pas réussi en fait à combattre ce pourquoi elle est arrivée au pouvoir. Elle n'a pas réussi à combattre tout ça. Donc c'est un échec. C'est un échec sur tous les plans. Et donc à partir de là, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas toujours facile à entendre, mais je pense qu'il faut qu'on remette tout à plat aujourd'hui au Mali et qu'on repart sur une nouvelle transition et que les militaires acceptent de retourner en transition. Assimi Goïta, sa place et légitime place, c'est en caserne, pas à la tête de l'État. En fait, là où il est entendu, c'est sur des questions de sécurité. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de repartir avec une nouvelle transition et que la négociation, la place de la communauté internationale, c'est d'aider à la mise en place de cette transition. Avec les militaires qui commencent à prendre goût au pouvoir, avec cette militarisation de tout le régime, quand vous regardez au Mali, vous n'êtes pas toujours au courant de ces histoires. Les 6 derniers mois de nomination des postes clés, des postes de hauts fonctionnaires, eh bien, c'était des colonels en fait qui ont été désignés pour assurer cela. Donc on assiste à des militaires notamment à un corps de militaires qui se bureaucratisent et donc du coup qui prennent goût à l'administration, à ces types de choses pour nous défendre par la suite. Ce sont des universitaires, moi-même, qui vais mettre ma tenue militaire pour aller au front, pour aller me battre. Si c'est comme ça, donc on renverse totalement les choses. Nous serons prêts à mener ce type de combat, mais c'est insensé parce que les militaires sont formés pour défendre la nation.
ça ne marche pas. Il faut des fondations qui sont solides. Et aujourd'hui, la voie que je porte, c'est cette voie. On va partir sur une nouvelle transition avec une réflexion sur les projets de société pour construire le Mali sur des bases qui sont solides. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement sur les genoux, nous sommes à terre. Et puisqu'on est à terre, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut que se relever. Et là, c'est là ce message positif sur lequel j'aimerais terminer. Il faut que nous nous ressaisissons, que nous travaillons sur des projets de société qui permettent d'aller encore plus haut. Dr Tchiefing Sissoko, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous depuis Bamako pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, aussi bien en France évidemment qu'au Mali, votre pays. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres. Je vais en citer au moins un, Penser l'État, Penser la jeunesse, paru aux éditions L'Arbacan. Merci infiniment d'avoir été l'invité de l'entretien du jour et pour nous parler de votre point de vue sur la crise que traverse votre pays. On souhaite que le Mali sortent par le haut et que les Maliens retrouvent la sérénité et la raison dans tout ce qui se passe. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. L'entretien du jour s'achève. Merci infiniment à toute l'équipe qui a tourné, réalisé cette émission. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud.